Le soleil d'Aquitaine, même lorsqu'il déclinait à l'ouest, inondait la chambre de la duchesse d'une lumière ambrée, tamisant les lourdes tapisseries aux motifs d'oiseaux et de fleurs exotiques. C'était en l'an de grâce 1122, et le château de Poitiers résonnait d'une douce effervescence. Des murmures joyeux, des rires étouffés, le cliquetis lointain des armures des gardes qui patrouillaient, tout témoignait d'un événement heureux. Au cœur de cette opulence raffinée, une nouvelle vie venait de s'éveiller. Aliénor, son nom, résonnant comme une promesse, était déjà un poème. Dès ses premiers jours, la petite Aliénor fut baignée dans un monde de couleurs vives et de mélodies enchanteresses. Le grand salon du palais, avec ses murs recouverts de fresques narrant les exploits des chevaliers et les amours courtoises, était son premier terrain de jeu. Les troubadours, figures vénérées de la cour de son père, Guillaume X, remplissaient l'air de leurs chants plaintifs et de leurs récits épiques. Leurs luttes vibraient, leurs voix s'élevaient, racontant des dames au cœur noble et des seigneurs à l'âme ardente. Aliénor, encore enfant, s'asseyait sur les genoux de sa mère, Aénor de Châtellerault, les yeux brillants, absorbant chaque note, chaque mot comme une éponge. Elle ne comprenait pas encore la complexité des sentiments, mais elle saisissait l'émotion, la passion, la grandeur. Son éducation fut à l'image de son héritage, exceptionnelle. On lui enseigna le latin et le grec, non pas pour l'austérité des saintes écritures, mais pour la beauté des textes antiques, les fables d'Ovide, les dialogues de Platon. Elle apprit la musique, le chant, l'art de la conversation, l'équitation, la chasse aux faucons, et même les rudiments de la guerre et de la politique. Son père, Guillaume X, était un homme cultivé et éclairé, plus troubadour que guerrier, et il voyait en sa fille unique une âme sœur, une héritière digne de son esprit autant que de ses terres. Il la traitait non comme une simple demoiselle à marier, mais comme une future souveraine, lui confiant des cartes, discutant des alliances, des récoltes, des lois. La duchesse en herbe arpentait les allées des jardins de Poitiers, dont les parterres géométriques exhalaient des parfums de rose, de jasmin et de romarin sous le soleil généreux. Sa curiosité était insatiable, elle posait des questions sur tout, le vol des oiseaux, le cours des étoiles, les mystères des herbes médicinales. Ses précepteurs, des moines érudits et des dames de compagnie aux esprits vifs, s'émerveillaient de sa vivacité. Elle avait une façon de regarder le monde, non pas avec l'innocence candide de l'enfance, mais avec une intelligence perçante, une soif de comprendre qui la distinguait. Elle était consciente, très tôt, de son statut, de la richesse de son sang, de la vaste étendue de l'Aquitaine qui s'étendait à perte de vue depuis les tours de son château. Cette conscience n'était pas empreinte d'orgueil, mais d'une sorte de responsabilité joyeuse, d'une excitation face aux possibilités infinies que lui offrait son destin. L'insouciance de l'enfance se mêlait à une prescience de la grandeur, une sorte de douce folie avant que les réalités politiques ne viennent la rattraper. Pourtant, la vie, même la plus dorée, est tissée de fils fragiles, et le destin, parfois, tisse ses motifs les plus sombres avec une rapidité déconcertante. L'année 1137 apporta avec elle un changement de saison brutal, non seulement dans la nature, mais dans le cœur de la jeune duchesse. Alors qu'Aliénor n'avait que 15 ans, son père, Guillaume X, s'éteignit subitement lors d'un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. La nouvelle frappa Poitiers comme un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. Le château, d'ordinaire si vibrant, fut plongé dans un silence de mort, brisé seulement par les sanglots des femmes et les murmures affligés des courtisans. Aliénor se souvint de ce jour avec une clarté douloureuse. La robe de deuil, lourde et sombre, pesait sur ses épaules, étouffant la jeune fille qu'elle était encore. Le parfum des cierges brûlait ses narines, et la lumière vacillante des flambeaux projetait des ombres dansantes sur les visages endeuillés. Elle se tenait là, au milieu de la cour, sentant le regard de tous posé sur elle. Ce n'était plus la petite Aliénor insouciante, la princesse adorée. Elle était désormais la duchesse d'Aquitaine, la femme la plus riche et la plus puissante d'Europe. Le titre, autrefois une douce promesse, se muait en un fardeau écrasant. Le désarroi la submergea, un mélange de chagrin profond pour son père bien-aimé et d'une appréhension glaciale face à l'immensité de la tâche qui l'attendait. Elle avait été préparée, oui, mais la théorie des cartes et des discussions politiques n'avait rien à voir avec le poids concret d'une couronne, la réalité crue d'une succession. Une détermination naissante, tremblante mais inébranlable, commença à poindre au travers de son deuil. Elle devait assumer son rôle, non seulement pour elle-même, mais pour l'héritage de son père et la prospérité de son duché. Mais l'inconnu, vaste et menaçant, s'étendait devant elle. Les négociations pour son mariage s'engagèrent presque immédiatement, avec une urgence que le deuil ne pouvait apaiser. L'Aquitaine était un joyau, et son héritière une proie convoitée. Le roi de France, Louis VI le Gros, ne laissa pas passer cette opportunité. Quelques mois seulement après la mort de Guillaume X, Aliénor fut promise à Louis VII, l'héritier du trône de France. Le mariage fut célébré à Bordeaux, dans la cathédrale Saint-André, avec une pompe qui masquait à peine la nature purement politique de l'union. C'était l'été, l'air était lourd et moite, mais la grandeur de la cérémonie était incontestable. Les bannières aux fleurs de lys et aux lions d'Aquitaine flottaient côte à côte, les trompettes résonnaient, et la foule amassée le long des rues acclamait la nouvelle reine. Aliénor, vêtue d'une robe de soie brodée d'or et de perles, avançait sous les voûtes majestueuses, son cœur battant un rythme étrange. Un mélange d'excitation pour ce nouveau rôle, pour la promesse d'une nouvelle vie, se mêlait à une curiosité teintée d'appréhension pour son jeune époux. Louis VII, qu'elle n'avait que brièvement rencontré, était un homme pieux, ascétique, au visage grave, dont la dévotion contrastait violemment avec la vivacité et le raffinement de la cour aquitaine. Il portait déjà sur ses traits la marque de la rigueur monastique, une austérité presque douloureuse qui ne laissait guère de place à la légèreté.
La rencontre de leurs deux mondes était palpable. L'éclat solaire de l'Aquitaine, terre de troubadours et de liberté, se heurtait à l'ombre pieuse et sévère de la cour capétienne, où la religion dictait chaque pas, chaque pensée. Aliénor sentait déjà le poids de cette différence, une légère mélancolie pour l'indépendance joyeuse qu'elle avait connue à Poitiers, désormais perdue dans les obligations d'une couronne. Les premières années du mariage royal, de 1140 à 1144, furent un délicat pas de danse, souvent maladroit, parfois douloureux. La cour de Louis VII, sous l'influence de l'abbé Sugère, son principal conseiller, était un lieu de piété et de sobriété. L'abbé Sugère, homme d'État avisé et administrateur hors pair, veillait scrupuleusement à la moralité et à la cohésion du royaume. Mais il voyait d'un œil sévère le luxe et la légèreté d'Aliénor, qui apportait avec elle les fastes de sa cour méridionale. Aliénor, habituée à la liberté d'esprit et à l'éclat de Poitiers, eut du mal à s'adapter à l'atmosphère étouffante de Paris. Elle s'affirmait à la cour, apportant une touche de raffinement et de gaieté, organisant des fêtes, des tournois, des réceptions où la musique et la poésie reprenaient leurs droits. Ses toilettes étaient somptueuses, ses bijoux étincelants, ses manières, libres et déliées, choquaient les dames pieuses de la cour. Les murmures commencèrent, d'abord discrets, puis de plus en plus audibles. On la disait frivole, dépensière, trop indépendante pour une reine. Son goût pour les arts et le luxe était perçu comme une faiblesse, voire une impiété, dans un royaume où le roi lui-même portait des vêtements simples et se mortifiait. La cour était tiraillée, un champ de bataille silencieux entre la rigueur monastique et l'éclat aquitain. Louis, trop pieux pour comprendre l'esprit d'Aliénor, se réfugiait dans la prière et les conseils de Sugère. Il était un homme de foi, mais un époux maladroit, incapable de combler le fossé qui se creusait entre eux. Aliénor, elle, ressentait une frustration grandissante. Elle ne comprenait pas cette piété austère qui semblait lui refuser toute joie, toute beauté. Elle se sentait isolée, incomprise, son esprit vif bridé par des conventions qu'elle trouvait absurdes. Pourtant, elle ne céda pas. Une volonté farouche de conserver son identité, son influence, brûlait en elle. Elle était la duchesse d'Aquitaine, et elle ne se laisserait pas effacer par les ombres de la cour de France. C'est dans ce climat de tension latente que l'appel à la deuxième croisade résonna à travers l'Europe. En l'an 1145, la chute d'Édesse aux mains des Sarrasins ébranla le monde chrétien. Le pape Eugène III, ancien moine cistercien et disciple de Bernard de Clairvaux, lança un appel vibrant à une nouvelle croisade. La prédication fut confiée à Bernard de Clairvaux lui-même, un homme d'une influence spirituelle et morale immense, dont la voix, charismatique et enflammée, soulevait les foules. L'enthousiasme fut général, une ferveur religieuse balayant les doutes et les peurs. Des milliers d'hommes, et même des femmes, répondirent à l'appel, prêts à prendre la croix et à marcher vers la Terre Sainte. Louis VII, profondément pieux, fut l'un des premiers à s'engager, voyant dans cette entreprise une occasion de rédemption et de gloire divine. Aliénor, elle aussi, fut saisie par cet élan. L'idée de l'aventure, de l'Orient mystérieux et lointain, de la possibilité de jouer un rôle actif, de sortir de l'ennui pesant de la cour de Paris, la séduisit irrésistiblement. Malgré les réticences de la cour et de l'Église, elle prit une décision audacieuse et sans précédent pour une reine, elle se joindrait à son époux. Les conseillers de Louis, Sugère en tête, tentèrent de l'en dissuader. Une femme n'a pas sa place sur les champs de bataille, madame, lui disait-on. Mais Aliénor, avec une détermination implacable, refusa de plier. Non seulement elle partirait, mais elle lèverait sa propre armée de dames, des femmes nobles de son duché, armées de leurs propres chevaux et bagages, portant des cottes de mailles légères et des lances courtes, comme des Amazones. Cette image d'une reine guerrière, audacieuse et non conventionnelle, renforça son aura, mais aussi les jugements à son encontre. L'atmosphère était électrique, un mélange de ferveur religieuse et d'enthousiasme chevaleresque, tempéré par des craintes et des doutes quant à la réussite de l'entreprise. Pour Aliénor, c'était plus qu'une croisade religieuse. C'était une évasion, une quête de sens, l'espoir de renforcer son lien avec Louis, de le sortir de sa torpeur pieuse, de le voir enfin comme un partenaire d'aventure. Elle rêvait de l'Orient, de ses couleurs, de ses parfums, de sa culture. Elle espérait que ce voyage épique, cette épreuve partagée, les rapprocherait, qu'il ferait d'eux un véritable couple royal, uni non seulement par la politique, mais par l'expérience. Elle se voyait déjà, à la tête de ses femmes, traversant des paysages inconnus, prouvant sa valeur, non seulement en tant que duchesse d'Aquitaine, mais en tant que reine de France. Les murmures de la cour, les jugements des moines, tout cela s'éloignait, balayé par le vent de l'aventure. Elle était prête à prendre la route, à laisser derrière elle les ombres de Paris pour la lumière de l'Orient. L'année 1148 s'ouvrit sur le fracas des préparatifs et l'agitation d'un monde en marche. Le grand rassemblement de Vézelay, sous le regard ardent de Bernard de Clairvaux, avait enflammé les cœurs, et des milliers d'hommes, et quelques femmes parmi lesquelles Aliénor et sa suite d'Amazones se mirent en route pour l'Orient. Le départ fut grandiose, une marée humaine et chevaline déferlant sur les routes poussiéreuses de France, puis d'Allemagne. Au début, l'enthousiasme masquait la difficulté. Les bannières claquaient au vent, les chants des pèlerins montaient vers un ciel d'un bleu immaculé, et l'air vibrait de l'espoir d'une victoire sainte. Mais bientôt, la réalité de la croisade, âpre et impitoyable, s'imposa. Le long et périlleux voyage vers l'Orient n'était pas l'épopée chevaleresque rêvée. Chaque jour était une lutte. Les difficultés logistiques, d'abord des murmures, devinrent vite des plaintes, puis des cris. L'armée, trop nombreuse, trop disparate, peinait à s'organiser. Les provisions s'épuisaient, l'eau manquait, et les maladies, invisibles mais mortelles, décimaient les rangs.
La discipline, déjà lâche, se délitait, transformant la marche en un chaos rampant. Les sentiers se transformaient en bourbiers sous la pluie, ou en nuages de poussière sous un soleil de plomb qui brûlait les yeux et craquait la peau. La fatigue s'inscrivait sur chaque visage, creusant les traits, éteignant l'éclat des regards. Aliénor, au milieu de ces dames, chevauchait, le corps endolori, l'esprit en alerte. Ses vêtements de voyage, bien que de belle facture, étaient maculés de boue et de sueur. Elle observait les visages de ses compagnons, les hommes de Louis, les siens. La ferveur des premiers jours avait cédé la place à l'épuisement, à la désillusion. Le rêve de la croisade se heurtait à la dure réalité des montagnes d'Anatolie, des embuscades des Turcs, de la faim qui tordait les entrailles. Les attaques étaient sporadiques mais vicieuses, transformant les nuits en cauchemars hachés de cris et de cliquetis d'épée. Les femmes de sa suite, si vaillantes au départ, montraient des signes de lassitude, leurs visages pâles et leurs yeux cernés. Les tensions entre Aliénor et Louis, déjà vives à Paris, s'exacerbèrent sous le joug de l'épreuve. Louis, pieux mais indécis, semblait incapable de diriger cette armée désorganisée. Sa dévotion, qui le rendait aveugle aux besoins pratiques de ses hommes, laissait Aliénor exaspérée. Elle voyait la souffrance, l'inefficacité, le gâchis, et son tempérament ardent s'insurgeait. Lors des haltes forcées, elle tentait d'organiser, de réconforter, de trouver des solutions, tandis que Louis se retirait dans la prière, cherchant des réponses divines là où il fallait des décisions humaines. Une nuit, sous une tente sommaire, le crépitement du feu de camp filtrant à travers la toile, Aliénor tenta de parler à Louis. Leurs voix, d'abord mesurées, s'élevèrent. « Monseigneur, nous devons trouver une autre voie. Nos hommes sont épuisés, les provisions sont au plus bas. Si nous continuons ainsi, nous n'atteindrons jamais la Terre Sainte. » Sa voix, bien qu'épuisée, portait une note d'urgence. Louis, assis sur un tabouret, les mains jointes, le regard perdu dans les flammes, répondit d'une voix monocorde. « La volonté de Dieu nous guidera, Aliénor. Nous devons persévérer dans la prière et la foi. Ceux qui tombent sont des martyrs. Des martyrs, oui, mais aussi des hommes affamés et mal dirigés. » Rétorqua-t-elle, incapable de contenir son irritation. La foi ne remplit pas les estomacs, Louis, et elle ne repousse pas les flèches des Sarrasins. Il faut un plan, une stratégie. Il se tourna vers elle, les yeux emplis d'une tristesse résignée. Vous parlez comme un homme de guerre, madame. Mon rôle est de guider les âmes, pas de commander des armées. Bernard de Clairvaux nous a assuré de la protection divine. Aliénor serra les poings, une colère sourde montant en elle. La mention de Bernard de Clairvaux, dont l'influence pesait comme un joug, était une pique. Elle voulait secouer Louis, le réveiller de sa torpeur pieuse, mais il était comme une pierre, inébranlable dans sa conviction, aveugle à la catastrophe qui se dessinait. L'épuisement n'était pas seulement physique, il était aussi moral. La désillusion était profonde. Le rêve d'une aventure partagée s'était transformé en un chemin de croix solitaire. Pourtant, au fond d'elle, une résilience farouche persistait. Elle atteindrait la Terre Sainte, coûte que coûte. Non parfois aveugle, mais par pure détermination. Enfin, après des mois de souffrance et de perte, l'année 1149 apporta un semblant de répit avec l'arrivée à Antioche. La ville, perchée sur les rives de l'Oronte, apparut aux croisées comme une oasis luxuriante après le désert de l'Anatolie. Les hauts murs crénelés, les jardins verdoyants s'étageant sur les collines, les marchés vibrants de couleurs et d'épices, tout contrastait violemment avec la misère du voyage. Un soupir de soulagement collectif parcourut les rangs, une vague d'espoir fragile après tant de désespoir. Pour Aliénor, l'arrivée fut un baume pour l'âme et un choc pour les sens. L'air, lourd de parfums d'encens, de jasmin et de cuisine exotique, était une caresse après la poussière et la sueur. La ville elle-même était une symphonie de textures et de sons inconnus. Le cliquetis des mules, le brouhaha des bazars, les mélodies plaintives des musiciens de rue, le chatoiement des soieries et des brocards. Elle retrouva son oncle, Raymond de Poitiers, prince d'Antioche, et ce fut comme si un rayon de soleil perçait les nuages qui l'avaient enveloppé depuis des mois. Raymond, un homme charismatique et imposant, dont la prestance et l'esprit vif rappelaient étonnamment son père, Guillaume X, l'accueillit avec une chaleur et une affection qui lui avaient tant manqué. Il était un stratège militaire habile, un diplomate avisé, et un souverain qui régnait sur une cour raffinée, imprégnée de culture orientale. Aliénor se sentit instantanément revivre. Elle retrouvait en Raymond un allié, un esprit familier, quelqu'un qui comprenait son goût pour la poésie, les arts, la conversation spirituelle. Les jours passèrent dans une effervescence joyeuse. La cour d'Antioche était un monde à part, un mélange fascinant d'influences latines, byzantines et arabes. Aliénor, avide de connaissances, se plongea avec délice dans cette culture locale. Elle passait des heures à discuter avec Raymond, écoutant ses récits de bataille, de diplomatie, de la vie à Antioche. Ils partageaient un rire facile, une intelligence commune, un désir de comprendre le monde au-delà des dogmes. Elle admirait sa force, sa détermination, son pragmatisme, des qualités qu'elle cherchait désespérément chez Louis. Le roi de France, lui, observait cette proximité avec une jalousie croissante, mêlée d'une incompréhension profonde. Il ne saisissait pas cette fascination pour une culture qu'il jugeait païenne, ni cette liberté de ton entre sa femme et son oncle. Son austérité s'accentuait, son visage se durcissait. L'ambiance de la cour, si exotique et intrigante pour Aliénor, devint pour Louis un foyer de commérage et de jalousie. Les murmures, d'abord discrets, se firent plus insistants. On parlait de la beauté d'Aliénor, de son esprit trop libre, de la ressemblance troublante entre elle et Raymond, de leurs longs entretiens. Aliénor, dans son insouciance retrouvée, dans la joie de se sentir enfin comprise et appréciée, ne prêtait pas attention à ces chuchotements.
Elle savourait ce sentiment de liberté, cette reconnaissance intellectuelle qui lui avait été refusée à Paris. Elle se sentait femme, reine, esprit, à Antioche, comme elle ne l'avait jamais été aux côtés de Louis. Mais cette insouciance la rendait vulnérable. Le voile de la bienséance, si important dans les cours européennes, semblait s'être déchiré sous le soleil d'Orient, et ses détracteurs n'attendaient que l'occasion de s'en servir. Les accusations, comme un serpent insidieux, commencèrent à s'enrouler autour de la réputation d'Aliénor en cette année 1149. Les rumeurs sur sa relation avec Raymond de Poitiers atteignirent leur paroxysme, nourries par la jalousie de Louis, l'hostilité de certains barons français, et surtout, par l'influence grandissante des ecclésiastiques intransigeants. Des figures influentes de l'Église, notamment des proches de Bernard de Clairvaux, qui n'avaient jamais vu d'un bon œil la présence de femmes à la croisade, commencèrent à colporter l'idée qu'Aliénor avait séduit ou corrompu l'esprit d'un homme influent. L'air d'Antioche, si léger et parfumé à l'arrivée, devint lourd de suspicions et de condamnations. Chaque action d'Aliénor était désormais scrutée, interprétée, jugée à l'aune de la morale chrétienne la plus stricte. Un sourire échangé avec Raymond, une longue conversation, une promenade dans les jardins, tout était prétexte à des chuchotements venimeux. On parlait d'inceste spirituel, de trahison conjugale, de frivolité coupable qui mettait en péril le succès de la croisade. L'opprobre jeté sur la reine rejaillissait sur Louis, sur la France, sur l'entreprise sacrée elle-même. Aliénor sentit l'étau se resserrer. Les regards froids des dames françaises, les silences pesants des chevaliers, les sermons à peine voilés des prêtres, tout lui signalait qu'elle était devenue une paria. Son indignation était immense. Comment osait-on la juger ainsi, elle qui avait tout sacrifié pour cette croisade, qui avait enduré les mêmes souffrances que les hommes? Elle ne comprenait pas cette calomnie, ce besoin de salir, d'anéantir ce qui était beau et libre. Elle se sentait piégée, prise au piège d'un tribunal moral où elle était déjà condamnée. Un soir, alors qu'elle dînait avec Louis et Raymond, l'atmosphère était glaciale. Les mots étaient rares, les sourires forcés. Aliénor sentait le poids des regards sur elle. Elle vit Louis éviter son regard, le visage fermé, les lèvres pincées. La coupe était pleine. La colère sourde qui montait en elle menaçait de déborder. Elle ne pouvait plus supporter cette humiliation, cette vie aux côtés d'un homme incapable de la défendre, de la comprendre, de l'aimer. Ulcérée par les accusations et le comportement lâche de Louis, Aliénor, dans un acte de défi audacieux qui allait marquer un point de non-retour, demanda l'annulation de son mariage. Elle invoqua la consanguinité, un prétexte commode et souvent utilisé à l'époque, pour rompre des liens devenus insupportables. Elle se présenta devant Louis, le visage pâle mais déterminé, les yeux brillants d'une fureur contenue. « Monseigneur, cette union est un sacrilège aux yeux de Dieu et des hommes », déclara-t-elle d'une voix ferme, ses mots résonnant dans la pièce comme des coups de marteau. « Nous sommes parents au 4e degré. L'Église elle-même reconnaît que notre mariage est illégitime. Je demande qu'il soit annulé. » Louis, stupéfait par son audace, recula. Son visage, déjà marqué par la fatigue et l'amertume, se décomposa. La consanguinité était une vérité, certes, mais une vérité que l'on avait commodément ignorée 15 ans plus tôt. C'était un prétexte, et il le savait. La véritable raison était le gouffre qui s'était creusé entre eux, exacerbé par les rumeurs et les épreuves de la croisade. « Annuler notre mariage » s'écria-t-il, sa voix tremblante d'incrédulité et de colère. « C'est impensable, madame. Un scandale. Le scandale, monseigneur, est déjà fait par votre cour et vos prélats. » Rétorqua Aliénor, son ton ne faiblissant pas. « Le scandale est de vivre dans le mensonge et l'hypocrisie, sous le poids d'accusations infondées. Je ne peux plus endurer cette vie. » Louis VII refusa catégoriquement. La consanguinité n'était qu'un prétexte, et les implications politiques d'une telle annulation étaient colossales. Perdre Aliénor, c'était perdre l'Aquitaine, le plus vaste et le plus riche des duchés de France. C'était affaiblir la couronne, offrir une proie aux ennemis. « Je ne l'accepterai jamais », tonna-t-il, frappant la table du poing. « Vous êtes ma reine, Aliénor. Et vous le resterez. L'Aquitaine est rattachée à la couronne de France. » La confrontation fut glaciale, désespérée. Aliénor sentit une pointe d'humiliation, mais aussi une détermination farouche à rompre ces liens devenus insupportables. Elle avait osé, elle avait parlé, elle avait réclamé sa liberté. Mais la peur des conséquences de son audace, la peur de ce que Louis pourrait faire, rongeait son cœur. Le point de non-retour était atteint. Leur mariage, déjà une coquille vide, venait de se briser en mille éclats, non pas par un acte physique, mais par la force des mots. La situation à Antioche devint intenable. Louis, furieux et humilié par la demande d'annulation, et sous la pression de ses conseillers ecclésiastiques, décida de quitter Antioche immédiatement. Le départ forcé fut brutal. Aliénor fut contrainte de le suivre, arrachée à son oncle Raymond, à cette cour où elle avait trouvé un semblant de réconfort et de dignité. Elle laissa derrière elle les parfums enivrants, les conversations stimulantes, la promesse d'une entente. Le retour à la réalité fut d'une amertume infinie. La croisade, déjà une succession de malheurs, s'acheva sur le désastre du siège de Damas. Louis, influencé par les chevaliers du Temple et les barons locaux, avait abandonné le plan initial de Raymond de prendre Alep pour attaquer Damas, une ville alliée aux Francs. La trahison, la désorganisation, les rivalités minèrent l'entreprise. Le siège fut un échec retentissant, une déroute cuisante qui scella le sort de la deuxième croisade. Les armées chrétiennes, décimées et démoralisées, furent forcées de battre en retraite, laissant derrière elles des milliers de morts, des espoirs brisés et un prestige anéanti. Le retour fut teinté de honte et d'accusations mutuelles. Le prestige de la France et du couple royal était brisé. Louis était un roi défait, sa piété mise à mal par l'échec divin. Aliénor, elle, était la reine maudite,
celle qui avait séduit un prince, celle dont la présence avait, selon certains, attiré la colère de Dieu. Elle marchait, le cœur lourd de résignation face à l'échec de la croisade, mais aussi d'une amertume profonde envers Louis. Il n'avait pas su diriger, il n'avait pas su la défendre, il n'avait pas su être un mari. Les routes du retour étaient les mêmes que celles de l'aller, mais l'ambiance était radicalement différente. Plus de chants, plus d'enthousiasme. Seulement le silence pesant de la défaite, le murmure des plaintes, le cliquetis des armes fatiguées. Aliénor, malgré le désespoir, puisait au fond d'elle une volonté de survie. Elle devait protéger sa dignité, son duché, son avenir, malgré les revers, malgré les accusations. Elle était une reine, une duchesse, et elle ne se laisserait pas consumer par les flammes de cette défaite. L'Orient, qui avait promis l'aventure et la liberté, n'avait apporté que la calomnie et la rupture. Mais il avait aussi allumé en elle une étincelle de rébellion, une certitude inébranlable, elle ne resterait pas enchaînée à un destin qu'elle n'avait pas choisi. Le chemin du retour vers la France serait long, mais il serait aussi le début d'une nouvelle quête, celle de sa propre émancipation. Le chemin du retour, en cette fin d'année 1149, n'était qu'un prolongement amer de la déroute. Les voiles des navires, déchirés par les vents violents de la Méditerranée, semblaient porter le deuil d'une croisade maudite. La mer, d'un bleu profond et impitoyable, se déchaînait souvent, secouant les embarcations sur ses vagues monstrueuses, comme pour punir encore les croisés de leur échec. Aliénor, cloîtrée dans la cabine exiguë et malodorante de son navire, sentait chaque tangage, chaque roulis, comme une main invisible qui la malmenait. L'odeur rance du bois mouillé, le relent de sel et de vomi, le grincement incessant des cordages et des membrures, tout contribuait à un sentiment d'isolement et de dégoût. Les tensions entre elle et Louis avaient atteint un point de non-retour. Le silence, épais et hostile, était devenu leur seule langue. Chaque regard échangé était un reproche, chaque geste, une marque d'indifférence. Louis, plus que jamais replié sur sa piété austère, semblait l'éviter, son visage macéré par la défaite et l'amertume. Il la tenait pour responsable, du moins en partie, de l'échec de la croisade, de la perte de prestige. Les rumeurs d'Antioche, amplifiées par le voyage de retour, avaient empoisonné leur relation au-delà de toute réconciliation. Aliénor, de son côté, ressentait une lassitude infinie, doublée d'une colère sourde face à l'incapacité de son époux à la défendre, à la comprendre, à gouverner. Elle se sentait à la dérive, non seulement sur les flots houleux, mais aussi dans sa propre vie, sans ancre, sans port. Une nuit, alors que la lune, un croissant pâle et indifférent, se reflétait sur les vagues sombres, le navire fut assailli. Des cris perçants, le fracas des épées, le hurlement du vent mêlé aux voix rudes des assaillants réveillèrent Aliénor en sursaut. Des pirates, silhouettes sombres et menaçantes, avaient abordé le vaisseau. Leurs lames étincelaient dangereusement, et les hommes d'équipage, surpris, luttaient avec une bravoure désespérée. Aliénor, le cœur battant à tout rompre, se leva, cherchant une arme, un moyen de se défendre. Ces dames de compagnie, terrorisées, se serraient les unes contre les autres. Le chaos régnait sur le pont, et la brève capture par ces brigands des mers ajouta une couche supplémentaire à l'horreur du voyage. Les pirates, après avoir pillé ce qu'ils pouvaient, s'évanouirent dans l'obscurité, laissant derrière eux des blessés, des morts, et un sentiment d'impuissance encore plus grand. Aliénor avait senti la peur glaciale de la mort, mais aussi une étrange lucidité. Si elle devait mourir, ce ne serait pas en reine soumise, mais en femme libre, même dans l'adversité. Cette épreuve, loin de la briser, renforça en elle une détermination nouvelle. Elle ne laisserait plus personne dicter son destin. Les semaines qui suivirent furent un lent calvaire. Le voyage de retour vers la France continentale, d'abord par mer, puis par terre, fut semé d'embûches. Chaque étape était une épreuve. Les jours s'étiraient, monotones et pénibles, sous un ciel souvent gris, à l'image de leur humeur. Aliénor passait ses heures à observer le paysage défiler, les villages, les forêts, les rivières, sans y trouver le moindre réconfort. Son esprit était un tourbillon d'introspection, de questions sans réponse. Que ferait-elle une fois de retour à Paris ? Comment pourrait-elle continuer à vivre aux côtés de Louis, sans amour, sans respect, sans la moindre étincelle d'espoir ? Son mariage était une prison dorée, dont les murs s'étaient désormais transformés en pierres froides et inhospitalières. Elle se sentait à la dérive, ballottée par les événements, mais une étincelle de survie, une flamme intérieure, refusait de s'éteindre. Elle avait besoin de retrouver le contrôle, de reprendre les rênes de sa vie. L'année 1150 marqua le retour du couple royal en France, mais l'accueil fut loin d'être celui réservé à des héros. Au lieu des acclamations et des fleurs, ce furent des regards froids, des silences pesants et des murmures constants qui les accueillirent. La nouvelle de la déroute de la croisade avait précédé leur arrivée, et avec elle, les rumeurs sur Aliénor. La cour de Paris, sous l'influence du clergé et des barons hostiles à la reine d'Aquitaine, s'était transformée en un tribunal permanent. Aliénor sentait les regards peser sur elle, comme des pierres jetées à la volée. Chaque fois qu'elle traversait les couloirs du palais, elle entendait les chuchotements étouffés, les rires forcés qui cessaient à son approche. On la désignait du doigt, on la montrait du regard. Elle était la reine maudite, la femme frivole dont la conduite scandaleuse avait attiré la colère de Dieu sur la sainte entreprise. La haine voilée était palpable, une atmosphère lourde de suspicion et de condamnation. Les prédicateurs, dans leurs sermons enflammés, n'hésitaient pas à faire des allusions à la nouvelle Ève, celle qui, par sa tentation et sa légèreté, avait causé la chute. Elle était devenue une paria dans son propre royaume. Le sentiment d'être jugée injustement, d'être la cible d'une calomnie orchestrée, la rongeait. Une colère bouillonnante montait en elle, mais elle se força à maintenir une dignité farouche.
Elle marchait la tête haute, ses yeux défiant les regards accusateurs, refusant de se laisser briser par cette adversité. Chaque matin, elle se levait, revêtait ses plus belles robes, se parait de ses bijoux, non par vanité, mais par un acte de résistance. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de l'avoir abattue. Elle était la duchesse d'Aquitaine, reine de France, et elle porterait son titre avec fierté, même sous le poids de l'infamie. Pourtant, au fond d'elle, la vulnérabilité était immense. Le poids de cette pression sociale et ecclésiastique était écrasant, et elle se sentait seule, terriblement seule. Face à cette situation explosive, l'abbé Suger, toujours soucieux de la stabilité du royaume et de la cohésion du couple royal, intervint. Il était un homme pragmatique, conscient des enjeux politiques énormes qu'impliquait une rupture entre Louis et Aliénor, notamment la perte de l'Aquitaine. Il tenta une dernière fois de sauver le mariage. Son influence sur Louis était considérable, et il parvint à convaincre le roi de faire des efforts, de tenter une réconciliation. Les mois qui suivirent, de 1150 à 1151, furent marqués par de fragiles tentatives de rapprochement. Des dîners forcés, des promenades silencieuses, des conversations superficielles. L'espoir, fugace et ténu, pointa parfois, mais il était vite balayé par l'abîme qui les séparait. Louis restait distant, incapable d'exprimer ses sentiments, enfermé dans sa piété et son ressentiment. Aliénor, lasse de ses efforts vains, observait cette pantomime avec une tristesse résignée. Elle voulait l'amour, la compréhension, la passion, et elle ne trouvait que le devoir et la froideur. Puis, une nouvelle inattendue apporta un bref éclaircissement dans cette période sombre. Aliénor était de nouveau enceinte. La naissance d'une deuxième fille, Alix, en 1151, aurait dû être une joie. Mais l'absence d'héritier mâle restait une préoccupation majeure pour le royaume et pour Louis. Deux filles, Marie et Alix, étaient des bénédictions, certes, mais elles ne garantissaient pas la succession directe au trône de France. La déception, bien que tue, était palpable. La cour était divisée entre ceux qui espéraient une réconciliation durable et ceux qui voyaient dans cette absence de fils une preuve supplémentaire de la malédiction qui pesait sur le couple. Aliénor, mère aimante, se réfugia dans l'amour pour ses filles. Elles étaient sa consolation, sa joie, le seul lien pur qui la rattachait encore à Louis. Mais même la tendresse maternelle ne pouvait apaiser le désespoir grandissant face à l'impossibilité de trouver un terrain d'entente avec son époux. Elle avait tout essayé, tout donné, mais le fossé était trop large, les blessures trop profondes. Le mariage était devenu une mascarade, une prison sans barreaux, mais dont les murs étaient faits d'indifférence et d'amertume. L'espoir de réconciliation s'éteignit lentement, laissant place à la certitude que leur union était condamnée. C'est dans cette atmosphère lourde de désespoir et d'attente qu'une étincelle inattendue jaillit, une promesse de renouveau qui allait embraser le destin d'Aliénor. En l'an de grâce 1151, un homme jeune, ambitieux et au charisme éclatant, fit son entrée sur la scène politique française. Henri Plantagenet, duc de Normandie et comte d'Anjou, était en pleine ascension. Il venait rendre hommage à Louis VII pour ses fiefs, un acte de vassalité qui masquait à peine ses propres ambitions grandissantes. La rencontre entre Aliénor et Henri fut électrique, un coup de foudre qui traversa la pièce, défiant toutes les conventions et les attentes. Henri était tout ce que Louis n'était pas, jeune, ardent, pragmatique, avec une énergie débordante et un regard perçant qui semblait lire l'âme. Il n'avait que 18 ans, mais il dégageait une assurance, une force, une fureur de vivre qui fascina Aliénor. Elle, à près de 29 ans, se sentait renaître sous ce regard. Elle le vit pour la première fois lors d'une réception à la cour de Paris. Henri, grand, roux, avec des yeux vifs et un sourire audacieux, se tenait droit, entouré de ses chevaliers. Il portait des vêtements simples mais de bonne facture, loin des atours pieux de Louis. Il riait, parlait fort, ses gestes étaient vifs et décidés. Quand leurs regards se croisèrent, un frisson parcourut Aliénor. C'était une connexion immédiate, une reconnaissance d'esprit et de tempérament similaires. Elle sentit une chaleur inattendue monter en elle, une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Plus tard, ils se retrouvèrent lors d'une chasse, puis lors de banquets. Leur conversation était animée, passionnée. Henri écoutait Aliénor avec une attention qu'aucun homme ne lui avait jamais accordée. Il était fasciné par son intelligence, sa culture, son esprit vif. Il voyait en elle non seulement une reine, mais une partenaire, une égale. Il parlait de politique, de stratégie, de poésie, de l'avenir. Henri ne la jugeait pas, il l'admirait. Il ne cherchait pas à la brider, mais à la stimuler. Aliénor se sentait revivre. Cette fascination pour cet homme jeune et ambitieux était une bouffée d'air frais dans son existence étouffante. Elle rêvait d'une nouvelle vie, d'un amour plus passionné, d'un partenariat où elle pourrait enfin exprimer toute l'étendue de son être. L'air était rempli d'une nouvelle énergie, de promesses et de dangers. Henri Plantagenet était un homme qui ne reculait devant rien, et Aliénor, elle aussi, était prête à tout pour retrouver sa liberté et sa dignité. Elle savait que cette rencontre allait changer le cours de son destin et celui de l'Europe. Les murmures de la cour, les regards désapprobateurs, tout cela s'effaçait devant l'éclat de cette nouvelle promesse. L'année 1152 s'ouvrit sur un vent de changement. La tension entre Aliénor et Louis était devenue insupportable, et l'arrivée d'Henri Plantagenet avait mis le feu aux poudres. La cour bruissait de rumeurs, non plus seulement sur le passé d'Aliénor, mais sur son avenir. Louis, conscient de la menace que représentait Henri Plantagenet pour l'Aquitaine et pour la stabilité de son royaume, se retrouvait dans une position intenable. L'abbé Suger, le seul qui aurait pu encore maintenir l'équilibre, était mort peu de temps auparavant, laissant Louis sans son conseiller le plus avisé. Le concile de Beaugency fut convoqué pour statuer sur le mariage royal.
Ce n'était pas une décision spirituelle, mais éminemment politique. Aliénor s'y présenta, le cœur battant, mais le visage impassible. Elle avait préparé ses arguments, forte de la consanguinité avérée qui les liait, mais surtout, forte de sa détermination à être libre. Les évêques, réunis sous la présidence de l'archevêque de Sens, étaient conscients de la gravité de leur décision. Annuler le mariage d'une reine de France était un acte d'une portée historique immense. Le débat fut tendu, les voix s'élevèrent, mais la décision était déjà prise dans les coulisses du pouvoir. Le motif officiel fut la consanguinité au 4e degré, un lien de parenté réel mais souvent ignoré ou validé par l'Église selon les nécessités politiques. L'archevêque prononça les mots fatidiques, sa voix résonnant sous les voûtes de l'Église. Le mariage entre Louis VII et Aliénor d'Aquitaine était annulé. Le lien sacré était brisé. Un soupir collectif parcourut l'assemblée. Pour Aliénor, ce fut un sentiment de libération immense, presque physique. Le poids de 15 années d'un mariage malheureux, de frustration, d'humiliation, s'envola d'un coup. Elle était libre, libre de choisir son destin, libre de respirer. Mais cette liberté était aussi teintée d'une grande incertitude. Elle était désormais une femme sans époux, une duchesse sans la protection d'un roi, et dans la France du XIIe siècle, cela la rendait vulnérable. Les terres d'Aquitaine étaient à nouveau convoitées, et elle savait qu'elle ne resterait pas longtemps seule. La cour était en effervescence, consciente des implications majeures de cette décision. L'Aquitaine, le joyau du sud de la France, était de nouveau disponible, et de nombreux seigneurs, avides de pouvoir et de richesse, allaient tenter de s'en emparer et avec elle, de sa duchesse. Mais Aliénor n'était pas une femme à se laisser dicter sa conduite. Elle avait déjà un plan, une idée, un nom qui résonnait dans son esprit, Henri Plantagenet. La détermination à se remarier rapidement et puissamment était forte en elle. Elle avait appris de ses erreurs, des pièges de la cour de France. Elle ne ferait plus le même choix. Elle choisirait un homme à sa mesure, un partenaire, un égal, quelqu'un qui saurait apprécier sa force et son intelligence. Le concile de Beaugency n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. Le chapitre Louis VII était clos. Le livre de sa vie, riche et tumultueux, allait s'ouvrir sur une nouvelle page, une page audacieuse et pleine de promesses, mais aussi de dangers insoupçonnés. La femme libre qu'elle était devenue, forte de ses épreuves et de ses désirs, était prête à écrire la suite de son histoire, à marquer de son empreinte indélébile l'histoire de l'Europe. Le concile de Beaugency s'était achevé dans une atmosphère de soulagement tendu et de murmures à peine voilés. Aliénor avait quitté l'église, le cœur battant à la chamade, sentant sur elle le poids des regards, mais aussi la légèreté d'une chaîne brisée. La duchesse d'Aquitaine, désormais libre de ses vœux, n'était plus la reine de France. Le titre, jadis un fardeau, s'était envolé comme une plume au vent. Mais cette liberté, si douce fut-elle, était aussi une vulnérabilité. Les vautours politiques allaient tourner au-dessus de l'Aquitaine, ce joyau sans maître. Pourtant, Aliénor n'avait pas l'intention de rester sans protection, ni de laisser son duché tomber entre des mains avides. Son esprit vif, aiguisé par les épreuves et les déceptions, avait déjà tracé la voie. Le souvenir d'Henri Plantagenet, duc de Normandie et comte d'Anjou, brûlait dans sa mémoire comme une flamme ardente. Cet homme, jeune et impétueux, n'était pas seulement un amant potentiel, mais un allié politique d'une envergure inégalée. Il était le seul capable de rivaliser avec la puissance du roi de France, le seul qui pourrait la comprendre et la traiter en égal. À peine quelques semaines après l'annulation de son mariage, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers le royaume de France et au-delà. Aliénor d'Aquitaine, la duchesse au sang chaud et au tempérament indomptable, épousait Henri Plantagenet. Le mariage fut célébré à Poitiers, dans une discrétion relative, loin des fastes royaux, mais avec une détermination farouche. Il n'y eut pas de grande pompe ni de festins somptueux comme pour son union avec Louis VII. L'urgence était palpable, la nécessité de sceller cette alliance avant que Louis ne puisse réagir. La cérémonie fut simple, mais chargée d'une signification politique explosive. Aliénor, vêtue d'une robe de voyage sombre, mais rehaussée de quelques bijoux audacieux, se tenait aux côtés d'Henri, dont les yeux vifs et le sourire confiant trahissaient une ambition sans bornes. Dans l'intimité d'une petite chapelle, sous le regard de quelques témoins triés sur le volet, ils échangèrent leurs vœux. La texture rugueuse de la pierre sous ses doigts, l'odeur de cire et d'encens qui emplissait l'air, le son grave de la voix du prêtre, tout cela s'imprima dans l'esprit d'Aliénor comme le sceau d'un nouveau chapitre. Ce n'était pas seulement une union de deux personnes, mais la fusion de territoires immenses. L'Aquitaine, avec ses terres fertiles, ses ports florissants et sa culture raffinée, s'unissait à l'Anjou et à la Normandie, créant un empire qui s'étendait de la Manche aux Pyrénées. C'était un tour de force politique, une audace qui laissait l'Europe stupéfaite. Louis VII, apprenant la nouvelle, fut saisi d'une fureur froide. Il avait perdu non seulement sa reine, mais aussi la moitié de son royaume par cette alliance inattendue et puissante. Pour Aliénor, c'était un triomphe personnel. Elle avait déjoué les attentes, défié les conventions, et choisi son propre chemin. L'exaltation était immense, un sentiment d'avoir enfin trouvé sa place, non pas à l'ombre d'un roi pieux et indécis, mais aux côtés d'un homme qui partageait sa soif de pouvoir et d'action. L'espoir d'une nouvelle ère, d'un amour plus passionné, d'un partenariat où son intelligence et sa force seraient reconnues, brûlaient en elle. Elle avait le sentiment d'avoir enfin maîtrisé son destin. Pourtant, au-delà de l'euphorie, une conscience aiguë des défis à venir l'habitait. Henri était ambitieux, certes, mais aussi impétueux, et le pouvoir, elle le savait, était une bête sauvage difficile à dompter.
Les premiers jours de ce mariage éclair furent marqués par une énergie fiévreuse, un mélange d'excitation et de calcul politique, une danse complexe entre deux esprits aussi brillants qu'indépendants. Les années qui suivirent, de 1152 à 1162, furent une période de consolidation et d'ascension fulgurante pour le nouvel empire plantagenet. En l'an de grâce 1154, le destin frappa à nouveau. Le roi Étienne d'Angleterre s'éteignit, ouvrant la voie à Henri Plantagenet pour revendiquer le trône. Henri fut couronné roi d'Angleterre et Aliénor, à ses côtés, devint la reine d'Angleterre. Son visage, encadré par la lourde couronne ornée de pierres précieuses, reflétait une fierté et une détermination inébranlables. Elle était passée d'une cour à l'autre, d'une couronne à une autre, avec une aisance déconcertante. La nouvelle cour d'Angleterre, sous le règne d'Henri II et d'Aliénor, devint un centre de pouvoir et de culture inégalé. L'atmosphère était dynamique, intellectuellement stimulante, un mélange des traditions anglo-normandes et du raffinement aquitain qu'Aliénor avait ramené avec elle. Elle y apporta son goût pour les arts, la musique, la poésie, transformant une cour austère en un lieu d'éclat et d'érudition. Les troubadours, qui avaient bercé son enfance, trouvèrent de nouveau leur place, chantant les exploits chevaleresques et les amours courtoises. Mais au-delà des fastes, Aliénor s'attela à la tâche la plus essentielle pour la consolidation de la dynastie, donner des héritiers. Elle donna naissance à une progéniture nombreuse et robuste, 8 enfants au total avec Henri II. Chaque naissance était un événement, une pierre de plus posée à l'édifice de l'Empire. Guillaume, Henri le Jeune, Mathilde, Richard Cœur de Lion, Geoffroy, Aliénor, Jeanne et Jean Santerre. Les noms résonnaient déjà de la promesse de futurs rois et reines. Aliénor, dans ces années-là, ressentait un accomplissement et une fierté maternelle immense. Ses enfants étaient sa chair, son sang, l'incarnation de sa puissance et de son influence. Elle les élevait avec la même rigueur et la même ambition qu'elle avait pour elle-même, les préparant à régner, à gouverner, à étendre l'Empire. L'Empire plantagenet s'étendait désormais sur un vaste territoire, rivalisant ouvertement avec le royaume de France. De la Normandie à l'Aquitaine, de l'Angleterre à l'Anjou, la puissance d'Henri et d'Aliénor était incontestable. Les tensions latentes avec Louis VII, le roi de France délaissé, étaient constantes, une guerre froide ponctuée de ruses diplomatiques et d'escarmouches frontalières. Aliénor, par sa présence, sa descendance, sa capacité à gouverner, se sentait au sommet de sa puissance. Pourtant, au milieu de cette gloire, les premières fissures commençaient à apparaître dans sa relation avec Henri. Son tempérament impétueux, sa soif de conquête, se heurtaient parfois à la volonté tout aussi forte d'Aliénor. Henri, malgré son admiration pour elle, était un homme volage, et ses infidélités, d'abord discrètes, devinrent plus flagrantes. Aliénor, avec sa dignité habituelle, tentait d'ignorer ses affronts, mais chaque nouvelle maîtresse était une épine de plus dans son cœur. Le sentiment de pouvoir et d'influence était immense, mais l'ombre du doute, de la trahison, commençait à s'étirer sur leur union. Elle avait échangé une prison de piété contre une prison de pouvoir, où les murs étaient faits d'ambition et de désir, mais où l'amour, pur et entier, semblait de plus en plus éphémère. Alors que les années 1163 à 1176 s'écoulaient, Aliénor prit une décision audacieuse, un retour aux sources qui marquait à la fois un renouveau et une fracture. Elle retourna en Aquitaine, son duché bien-aimé, pour y établir sa propre cour et diriger ses terres en son nom. Poitiers, la ville de son enfance, redevint le centre de son monde. C'était un acte d'indépendance, une affirmation de son autonomie face à un mari de plus en plus distant et autoritaire. La cour d'Aliénor à Poitiers devint un foyer culturel majeur de l'Europe médiévale. L'éclat et le raffinement y étaient de mise. Les troubadours affluaient, trouvant en la duchesse une mécène éclairée et une inspiratrice. Les chants d'amour courtois, les débats poétiques, les tournois chevaleresques, tout cela animait les salles du palais et les jardins parfumés. Aliénor, entourée de ses dames et de ses enfants, retrouvait une joie de vivre, une liberté d'esprit qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. Elle gouvernait avec sagesse et fermeté, s'occupant des affaires de son duché avec la même passion qu'elle mettait dans l'organisation de ses fêtes. Elle était la reine des troubadours, une figure emblématique de la culture courtoise. Cependant, cette indépendance retrouvée ne fit qu'intensifier les tensions avec Henri II. L'éloignement physique ne fit qu'accentuer l'éloignement émotionnel. Henri, avec son désir insatiable de contrôler toutes les terres de son empire, voyait d'un mauvais œil l'autonomie d'Aliénor. Ses infidélités, de plus en plus nombreuses et affichées, devinrent un affront personnel et public. La plus notoire d'entre elles, avec Rosemonde Clifford, surnommée la Belle Rosemonde, fut une humiliation de trop pour Aliénor. L'atmosphère de sa cour, bien que brillante, était également teintée de défiance et de lutte de pouvoir. Les discussions avec Henri, lors de leur rare rencontre, devenaient des confrontations. Ils se disputaient non seulement sur la gestion de l'Aquitaine, mais aussi sur la succession de leur fils. Henri hésitait à leur donner des terres à gouverner de leur vivant, craignant de perdre le contrôle. Aliénor, elle, voulait que ses fils aient leur part d'héritage, qu'ils soient formés à régner. Elle voyait en eux les instruments de sa propre influence, la garantie de la pérennité de son sang. Une amertume grandissante s'installa en elle. La joie de retrouver l'Aquitaine était réelle, mais elle était tempérée par la douleur des trahisons d'Henri et son désir de tout dominer. Elle avait espéré un partenariat, elle avait trouvé un tyran. La femme autrefois amoureuse laissait place à la souveraine blessée, prête à défendre ses droits et ceux de ses enfants avec une force inébranlable. Les graines de la révolte, semées par l'infidélité et la soif de pouvoir d'Henri, commençaient à germer dans l'esprit d'Aliénor et de ses fils.
Les années 1173 à 1189 furent une période sombre, marquée par la trahison et le confinement. L'amertume et les tensions accumulées entre Aliénor et Henri II finirent par éclater. Ses fils, frustrés par le refus de leur père de leur accorder des terres et du pouvoir, et encouragés par leur mère, se rebellèrent contre Henri II. Henri le Jeune, Richard Cœur de Lion et Geoffroy, tous soutenus par Aliénor, prirent les armes contre leur propre père, une révolte qui allait déchirer l'empire plantagenet. Aliénor, animée par une rage contenue et le désir de venger les humiliations passées, joua un rôle clé dans cette rébellion. Elle envoya des lettres, rallia des vassaux, fournit des fonds et des conseils stratégiques à ses fils. Elle se sentait enfin vengée, enfin capable d'agir contre l'homme qui l'avait si souvent blessée. Mais la force d'Henri II était immense, et sa riposte fut brutale. En 1173, Aliénor fut capturée alors qu'elle tentait de rejoindre ses fils. Le choc de l'arrestation fut terrible, une humiliation publique qui la laissa anéantie. Elle fut emprisonnée, d'abord à Chinon, puis dans diverses forteresses à travers l'Angleterre, notamment à Salisbury, Winchester et Old Sarum. 16 longues années de captivité s'ouvrirent devant elle, une période de confinement et d'isolement qui aurait brisé n'importe quelle autre femme. Les murs de pierre froide, l'humidité constante qui s'infiltrait dans les pièces, l'odeur de moisie et de poussière, le silence pesant, brisé seulement par le vent qui hurlait à travers les fentes des meurtrières, tout cela devint son quotidien. Elle avait une vue limitée sur le monde extérieur, quelques rayons de soleil filtrant parfois à travers les grilles, quelques oiseaux qui venaient se poser sur le rebord de sa fenêtre. Mais son esprit, lui, restait indomptable. La rage et la frustration de l'impuissance la rongeaient parfois. Elle, qui avait été reine de 2 royaumes, duchesse d'Aquitaine, se retrouvait prisonnière de son propre mari. Mais au-delà de la colère, une patience stratégique s'installa en elle. Elle savait que son heure reviendrait. Elle avait vu des rois tomber, des empires se construire et se défaire. Elle était une survivante. Elle passait ses jours à lire, à prier, à méditer, à planifier. Elle suivait les nouvelles du royaume, les rumeurs qui parvenaient jusqu'à sa prison, s'informant des guerres, des alliances, de la santé de ses fils. Elle attendait la mort d'Henri, la libération, le moment où elle pourrait enfin reprendre les rênes de son destin. Son esprit, loin d'être éteint, était un foyer incandescent, brûlant de la certitude que sa vengeance et son triomphe étaient inévitables. L'emprisonnement était un symbole de la force de son mari, mais aussi de sa propre résilience, une épreuve qui, au lieu de la consumer, la forgeait davantage. Le temps, cet implacable tisseur de destin, continua son œuvre. En l'an de grâce 1189, le vent du changement souffla enfin sur la prison d'Aliénor. Henri II, le roi qui l'avait tenue captive pendant 16 longues années, s'éteignit. La nouvelle parvint à Aliénor comme un murmure lointain, puis comme un cri de libération qui résonna dans les couloirs de sa geôle. La vieille reine, grise mais non brisée, fut enfin libérée. À l'âge de 67 ans, Aliénor émergea de l'ombre, non pas affaiblie, mais transformée. Ces années de captivité avaient aiguisé sa sagesse, renforcé sa détermination, et lui avaient conféré une aura de légende. Son fils, Richard Cœur de Lion, lui succédait sur le trône d'Angleterre. Et c'est Aliénor, la vieille reine, qui devint la régente de l'Empire, assumant un pouvoir immense. Elle traversa l'Angleterre et le continent, rétablissant l'ordre, collectant des rançons pour Richard, parti en croisade, et assurant la stabilité de l'Empire plantagenet. Elle gouverna avec une main de fer dans un gant de velours, faisant preuve d'une habileté politique et diplomatique exceptionnelle. Ses lettres, ses édits, ses décisions, tout portait l'empreinte de son intelligence et de son expérience. Elle était respectée, crainte, admirée. Elle avait survécu à 2 mariages royaux, à une croisade désastreuse, à une rébellion de ses fils, et à 16 ans d'emprisonnement. Elle était la matriarche d'une dynastie, la gardienne d'un empire. À la mort de Richard en 1189, Aliénor assura la succession de son dernier fils, Jean sans terre. Malgré les défauts de Jean, elle le soutint avec la même ferveur, luttant pour maintenir l'intégrité de l'Empire face aux ambitions du roi de France, Philippe Auguste. Elle voyagea, négocia, commanda, même à un âge avancé, traversant les routes d'Europe avec une énergie qui défiait son grand âge. En l'an de grâce 1204, à l'âge vénérable de 82 ans, Aliénor d'Aquitaine s'éteignit à l'abbaye de Fontevraud. Son corps fut déposé aux côtés d'Henri II et de Richard Cœur de Lion, unissant dans la mort ceux qu'elle avait tant aimés et combattus. Le silence de l'abbaye, l'odeur de pierre froide et d'encens, le chant des moines, tout cela accompagna son dernier souffle. Elle laissait derrière elle un héritage colossal. Non seulement un empire forgé par sa volonté et son sang, mais aussi l'image d'une femme qui avait défié les conventions de son époque. Une femme d'esprit, cultivée, politiquement astucieuse, dont la modernité et l'indépendance avaient bousculé le monde médiéval. Son règne fut un triomphe de la volonté, une sagesse acquise au prix de tant de souffrances. Dans ces derniers instants, Aliénor ressentait une sérénité retrouvée. La fierté de son parcours, de sa descendance, de son influence sur l'histoire, l'enveloppait comme un doux linceul. Elle avait finalement maîtrisé son destin, laissant une empreinte indélébile sur l'histoire de l'Europe. Les murmures de l'accusation d'avoir séduit un prêtre influent, les jugements de sa jeunesse, tout cela s'était estompé, balayé par la grandeur de son règne et la force de sa légende. Aliénor d'Aquitaine n'était plus seulement une reine, elle était devenue un mythe, un symbole éternel de la puissance féminine et de la résilience humaine. Son histoire, tissée de passion, de pouvoir et de survie, continuerait de résonner à travers les siècles, inspirant admiration et fascination.